Salut, bienvenue à tous pour un nouveau numéro de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et une fois n'est pas coutume, je vais directement vous présenter les confrères qui m'accompagnent aujourd'hui pour pouvoir plonger ensuite directement au cœur du sujet qui nous intéresse. Alors à ma gauche, celui que ses parents, sa femme et ses amis appellent Amaury Perdriau et que Georges Eddy appelle Amaury de Pello. Alors bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. À ma droite, notre glue guy, notre 3&D, celui qui, en œuvrant dans la discrétion et l'ombre, n'en est pas moins essentiel. Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Salut à tous. Et il est pas là, mais c'est normal, puisque lui, il a franchi le Rubicon, ou plutôt l'Atlantique, pour voir en chair et en os tous ces joueurs dont on va parler. C'est Maxime Mallet. Salut Max. Salut à tous. Alors les joueurs dont on va parler cette semaine, c'est par exemple le formidable Giannis Antetokounmpo, ça va être le phénoménal Luka Doncic, l'infranchissable Rudy Gobert ou le pétaradant, le bondissant Pascal Siakam. Enfin vous l'avez compris, on va parler des joueurs qui ne sont pas américains et qui font la NBA d'aujourd'hui. On va même se poser une question qui n'est pas si incongrue. Est-ce que les étrangers ne seraient pas en train de prendre le pouvoir en NBA ? Alors sans tarder, allons-y pour ce numéro de Step Back, début du game. Alors avant toute chose, on va faire un rapide historique de ce que c'est que la présence étrangère en NBA. Alors très rapide, ne vous inquiétez pas, parce que déjà pendant 40 ans ça a été anecdotique, jusqu'au milieu des années 80, 84 Hakeem Olajuwon arrive, alors même s'il a été formé aux États-Unis, s'il est devenu américain, il était quand même né à Lagos, et avec lui s'est enclenché quelque chose, on a eu des joueurs, on était à la fin de la séparation entre les mondes pro et amateurs, et des joueurs sont arrivés de bons clubs européens. Ça a été les pionniers, les Marciulionis, les Petrovic, les Divac, suivis par Kukoc ou par Sabonis. Il faut savoir qu'on avait environ 25 étrangers en NBA au début des années 90 et ça avait doublé 10 ans plus tard, en 2000, on était à 45-50 et ça avait encore doublé 10 ans plus tard, on était à 90 au début de la saison 2010-2011 et là c'était l'âge d'or. On avait Tony Parker, MVP de la finale et champion avec Ginobili en 2007. On avait Pau Gasol, champion avec les Lakers de Kobe Bryant 2009 et 2010. On avait 2011 Dirk Nowitzki qui écrase tout, qui fait la finale et qui est MVP face à Miami. Et on s'était dit à un moment que ce serait quand même difficile de succéder à ces joueurs-là. Or, qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière au palmarès ? Un MVP grec, Giannis Antetokounmpo, un meilleur défenseur français, Rudy Gobert, un meilleur rookie slovène, Luka Doncic, un MIP, joueur ayant plus progressé, camerounais, Pascal Siakam. Donc on en est à se demander si aujourd'hui les Américains en gros n'ont pas laissé le pouvoir. Alors je vais tout de suite poser cette question à Max. Est-ce que cette surreprésentation des étrangers dans le palmarès, c'est quelque chose qui fait causer aux États-Unis ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on s'en réjouit ? Est-ce qu'on s'en inquiète ? Est-ce que c'est sujet de débat ? Oui, c'est sujet de débat. C'est vrai que l'internationalisation qui est souhaitée par la NBA en tant qu'entité pour se développer, c'est quelque chose qui est réel, qui arrive. Peut-être même que James Harden s'est senti un peu mal aimé par ses propres journalistes américains, puisque une grande majorité de journalistes américains votent pour les trophées face à Antetokounmpo. Donc oui. Et puis après, on parle plus des joueurs en particulier que d'avoir à l'œil une vague mondiale qui va un petit peu recouvrir la NBA. On n'est plus à s'ébobir des performances de Doncic, d'Antetokounmpo, de Embiid, de Gobert, de tous ces joueurs-là dont tu as parlé. Donc voilà, on est plus à se régaler de leur niveau qu'à se dire ah mince, c'est quand même fou que les joueurs internationaux soient en train de prendre le dessus. Ce qui est intéressant, tu l'évoquais Max, c'est que la NBA effectivement pousse à cette internationalisation de la ligue à l'étranger parce que c'est des parts de marché, c'est une diffusion, c'est des produits dérivés. Et il y a dans les pionniers que tu évoquais, Xavier, faut aussi citer Yao Ming, qui a été énormément mis en avant par la NBA dans les années 2000. Alors certes, c'était un joueur incroyable, 2m30, des mains en or, mais qui a peut-être été surmédiatisé par rapport à son apport concret dans le jeu. Non, attends, je vois Amaury qui... ça reste un joueur extraordinaire, il n'y a pas de souci. Mais il était dans les top votes à chaque fois All-Star Game parce que le public chinois votait. Il jouissait d'une aura et d'une médiatisation qui était un peu au-delà de son niveau parce que ça permettait à la NBA de s'exporter en Chine et de s'ouvrir la voie vers la Chine. Il est rentré au Hall of Fame sans problème. Chris Webber attend toujours, par exemple.
Je suis presque certain que j'empiète sur une question de Xavier, mais il ne faut pas oublier que cette volonté de s'ouvrir à l'extérieur du monde, en fait, elle existe depuis très très longtemps. Je lisais ce matin une phrase de David Stern qui disait il y a 10 ans, je vous parie qu'il y aura des franchises NBA en Europe, et vous pourrez m'envoyer les cartes postales. Alors, c'est pas le cas, mais David Stern ayant été le commissionneur de la NBA, c'était sa volonté de s'ouvrir au monde, notamment parce qu'il craignait que la NBA, à un moment donné, économiquement, finisse par s'essouffler, et donc avait besoin d'aller conquérir ces marchés-là. Et le basket européen incarnait peut-être la meilleure rivalité possible en termes de basket avec le basket américain. Et donc, tout en allant piocher des talents et du basket, on va dire, académique pour venir l'importer aux États-Unis, ça lui permettait de s'ouvrir économiquement. Donc finalement, ça servait un peu à tous les étages. Et aujourd'hui, c'est un peu la conséquence de cette ouverture. Et ben au final, on a des joueurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller jouer en NBA. On a un basket européen qui ne cesse de se rapprocher du basket NBA pour essayer justement de servir ces rêves-là. Et donc, fatalement, les joueurs européens ou mondiaux vont en NBA. Il y en a forcément de plus en plus. Mais il faut faire quand même une différence entre le nombre, le fait d'avoir quelques représentants de chaque gros pays pour pouvoir avoir une personne qui va être mise en avant et vendre des droits télé, vendre des produits et du merchandising, et le fait que les joueurs dominants deviennent peut-être des joueurs américains. Alors, je repose la question, Max. Est-ce que, pour paraphraser un mauvais slogan politique français qui disait la France aux Français, est-ce que là-bas, il y a une sorte de mouvement, l'Amérique aux Américains, ça va, on en a un peu marre? Non, vraiment pas, parce que le basket, c'est beaucoup aussi de fanbase, comme beaucoup de sports, local. Donc eux, ils supportent les joueurs de leur équipe. Et que le joueur soit américain, canadien, slovène, français, tant qu'il s'intègre dans la franchise et que sur le terrain, en plus, il est exceptionnel, là, ils sont à fond derrière. Donc, il n'y a pas franchement, l'hostilité dans les arènes NBA, s'il y en a eu récemment, vous en avez entendu parler, c'est plus des histoires de commentaires racistes dans le public que de commentaires xénophobes contre des joueurs d'autres pays, par exemple. Donc voilà, il y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Bien sûr, Team USA a fait un très mauvais mondial, son plus mauvais depuis toujours, je crois, ou pas loin. Donc ça pose question. Mais la question, c'est plus d'intéresser les meilleurs joueurs du pays, puisqu'ils vont arriver avec une équipe au JO qui devrait quand même pas souffrir de beaucoup de concurrence quand ils auront tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas comme on pourrait le voir dans des championnats de foot, par exemple en Angleterre à une époque ou en rugby avec le top 14, avec l'impact que ça a sur les résultats des équipes nationales, un mouvement un peu de dire stop, il faut qu'on se ressente sur les joueurs du cru. Là, ils savent qu'ils ont un vivier énorme et que de toute façon, ils ont toujours 3/4 des joueurs en NBA qui sont pour l'instant des Américains. Donc, en gros, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, on se réjouit du premier trophée de MVP qu'avait gagné Giannis Antetokounmpo l'année dernière, à 24 ans. Il faut se souvenir que LeBron James avait aussi gagné son premier trophée de MVP à 24 ans. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il en avait gagné 4 en 5 ans. Alors, Gaëtan, est-ce que d'après toi, Giannis est parti pour faire la même chose? Ça dépend de Luka Doncic. Non, oui, il est dans la discussion, évidemment. Il a le potentiel pour dominer la ligue actuellement. Il la domine déjà. Il est MVP en titre. Il est en tête de la conférence Est avec Milwaukee. Il banalise une certaine forme, d'un certain côté, ouais, il banalise l'incroyable. Il a des moyennes là, 30 points, 15 rebonds, 6 passes. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait et on finit presque par s'habituer à sa domination. Alors il y a cette question du tir à 3 points. Est-ce qu'il va réussir à le développer? Il tire un peu plus. La nuit dernière, il était à 1 sur 7. Il met le premier. Derrière, c'est compliqué. Oui, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui a la capacité de dominer la ligue dans les années qui viennent. La concurrence sera peut-être avec Luka Doncic, qui est déjà à 20 ans dans la course au titre de MVP lui aussi, même s'il est évidemment très tôt dans la saison. Mais tu parles de Doncic, on parle d'Antetokounmpo là. Ce qui me frappe, moi, c'est que bien sûr, ils sont extraordinaires sur ce début de saison et
peut-être parce qu'ils viennent d'ailleurs, notamment Doncic, les Américains, on a l'impression qu'ils s'émerveillent du fait qu'un gamin de 20 ans soit capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ils oublient qu'à 17 ans, il était titulaire au Real, qu'il dominait déjà l'Europe. Et MVP en fait, de l'Euroleague. Ils n'ont pas, en fait, les Américains ne voient pas l'Euroleague, donc pour eux, Doncic est né en NBA au moment où il était drafté, et puis c'est devenu à Dallas un gamin extraordinaire. Ok, Antetokounmpo et Doncic sont excellents sur le début de saison, et parce qu'ils le sont, et parce qu'ils proposent quelque chose d'un peu différent, avec peut-être cette touche européenne, le focus est sur eux. Il ne faudra pas oublier qu'au-dessus d'eux, il y en a un qui s'appelle James Harden, qui est en train de tout éclater à tous les niveaux. Et en fait, finalement, c'est parce qu'il y a des gars pour le pousser derrière que lui, c'est pour moi, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 pour l'instant au vote de MVP. Il surclasse tout le monde. Il n'y a pas une équipe qui peut défendre sur lui. Il n'y a pas une équipe qui peut faire quoi que ce soit face à lui. Mais évidemment, il est aujourd'hui, on va dire, moi j'ai envie de dire, il est poussé par des joueurs qui ne sont pas américains. Est-ce que ça le dérange lui personnellement? Non. Est-ce que nous, en tant que journalistes, on doit y faire attention? C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des Européens très très forts que ça veut dire qu'il n'y a pas des Américains qui sont là derrière. Mais reste-y, ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que chez Luka Doncic, il y a une patte européenne? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il apporte que les Américains n'ont pas? C'est un joueur qui n'est pas spécialement athlétique. Attention, c'est pas non plus il n'est pas au ras du sol, mais voilà, il joue sur autre chose, sur une intelligence, un QI basket, une capacité à voir très vite le jeu. Est-ce que c'est une patte européenne ou c'est tout simplement le fils d'un basket mondialisé? Il y a forcément un peu des deux. On parle d'une formation Real Madrid, c'est l'Euroleague. Enfin, on va dire, c'est injecté. C'est dans il y a l'ADN, on va dire, européen. Il a appris des choses qu'on n'apprend pas forcément à NCAA. Est-ce que tu veux nous dire? Oui, il y a forcément un peu de ça. Après, il tombe au bon endroit, au bon moment, dans la bonne équipe qui a développé les bonnes parties de son jeu. Il arrive à Dallas dans une équipe qui a besoin d'être portée par un sang nouveau qui c'est en plus dans la foulée de Dirk Nowitzki, qui est l'Européen qui dominait à Dallas. Donc on a une franchise qui est en plus ouverte vers l'Europe. Et derrière le gamin, malgré son physique que les plus critiques qualifieront de façon injuste, c'est un physique ingrat peut-être par rapport à ce qu'il pourrait, il arrive à tout faire. Mais c'est parce que ce sont des choses qu'il développe depuis qu'il a 15, 16, 17, 18 ans, là où aujourd'hui de plus en plus de joueurs arrivent dans le basket peut-être que à 15, 16, 17 ans. Lui, il y joue depuis X années. Donc c'est un peu à l'européenne. On a commencé le basket tôt, en plus dans une équipe référencée. Et derrière, il y a la part de culot qui va avec. Je pense qu'il le dit lui-même. En ce moment, il se sent dans une confiance incroyable. Et donc, il va tenter des choses peut-être qu'il n'aurait pas tenté l'année dernière ou qu'il ne tentera pas l'année prochaine. Et ça rentre. Et tant que ça rentre, il va le faire. Il y a la formation en club avec le Real. Il y a aussi les étés passés à jouer avec sa sélection slovène. En 2017, il est dans le 5 majeur. Il est champion d'Europe avec la Slovénie. Il est dans le 5 majeur aux côtés de Goran Dragic. Je me rappelle de ce quart de finale incroyable à Istanbul. Lettonie d'un côté avec Kristaps Porzingis. Slovénie avec Doncic de l'autre côté, chacun met 30 points et aujourd'hui on les retrouve tous les deux à Dallas. C'est cette patte européenne, c'est ces joueurs formés en Europe qui ont l'habitude de jouer avec leur sélection. Et tu le disais, Luka Doncic, c'est pas le meilleur physique, mais c'est une intelligence de jeu, c'est une faculté à faire le bon choix dans un temps très court à chaque fois, qui est assez exceptionnel. Il me semble, pour terminer, il avait eu une phrase, il me semble, Doncic en pré-saison ou début de saison, il disait lui-même qu'il trouvait ça presque plus facile de jouer en NBA que de jouer en Europe, parce que plus d'espace, parce que ça court plus vite, donc ça, en fait, ça sert ses qualités. Donc, il peut pas demander mieux. Max, il est vu comment en ce moment? Enfin, comment c'est vu plutôt ce que fait Luka Doncic? Voilà, tout le monde s'émerveille. On ne parle que de ça? Oui, c'est vrai qu'on en parle, je pense, plus que James Harden encore. Je regardais aussi le Kia Ladder MVP, donc le petit point hebdomadaire du site de la NBA sur la course MVP. Harden est que 3e par exemple. Doncic est 9e lui, mais c'est vrai qu'il est le joueur qui fait 9e, c'est intéressant. 9e. Et c'est vrai mais c'est un des joueurs qui fait le plus causer en ce début de saison parce qu'il accumule les triples-doubles que Dallas est aussi des meilleures performances que l'an dernier. Après, l'an dernier, ça s'était un petit peu gâté après 2 mois de compétition, donc on verra si ça tient cette saison. Mais oui, c'est un des joueurs qui émerveille un petit peu en ce début de saison, un de ceux dont on parle le plus avec LeBron James, James Harden et Antetokounmpo. Voilà, je pense que c'est le quatuor dont on parle le plus pour les performances, peut-être un peu Siakam derrière. Après, il y a des joueurs qui sont performants. Paul George Kawhi, quoi, ils sont ensemble, c'est le problème.
Ouais, mais après Paul George et Kawhi, Paul George il a été absent tout le début de saison. Kawhi on a surtout parlé autour du load management, donc de ses absences. Donc c'est pas qui fait pas des performances exceptionnelles quand il est sur le terrain, mais ce qui en ressort en termes d'image et de perception, c'est plus sur d'autres sujets que ses performances pour l'instant. Après Kawhi Leonard, je pense que les titres de MVP de la saison régulière, il n'a pas grand chose à faire. Là, on a parlé beaucoup du trophée de MVP, ce qui est normal, puisqu'on essaye de voir si les étrangers ont pris le pouvoir, mais on peut le voir aussi un petit peu dans ce qu'on appellera le nombre au sommet, c'est-à-dire sur les nouveaux All-Stars depuis 2 ans, il y a quand même cette stat qui est quand même assez signifiante. Sur les 11 nouveaux All-Stars depuis 2 ans, il y en a 7 qui sont étrangers. Si on prend les 2 années d'avant, c'était 2 seulement. Là, on est à 7, et des mecs qui vont y rester pendant quelques années. Qui est-ce qu'on a ? On a du Jokic, on a du Embiid, on a du Karl Anthony Towns, c'est des joueurs qui vont s'installer. Alors, Gaëtan, est-ce que tu as l'impression que maintenant, en gros, on forme plus aux États-Unis, on forme mieux en Europe, que maintenant, en gros, on risque d'avoir dans les joueurs qui dominent la NBA 20, 30, 40, 50 meilleurs joueurs, plus d'Européens, plus d'étrangers, puisqu'il y a aussi des Africains que d'Américains. Non, je pense pas qu'on forme mieux en Europe. Je pense que le monde s'est tellement ouvert, la NBA s'est tellement ouvert que ça se fait naturellement, que c'est la ligue qui regroupe les meilleurs joueurs du monde et donc le gratin mondial s'y retrouve. Mais comme le disait justement Max, il reste une base américaine fantastique et si demain matin Team USA réunit ses meilleurs joueurs, sur le papier ils sont capables de donner la leçon à tous les pays du monde. Je pense qu'il y a aussi une progression de la NBA, des franchises NBA pour aller dans les pays européens, sillonner le monde, envoyer des scouts, repérer les futures pépites de demain. Depuis 2001, il y a eu le premier camp NBA Without Border. C'était à Trévis. Chaque année, il y a plusieurs camps comme ça dans le monde qui permettent de rassembler les meilleurs jeunes joueurs d'un pays, d'une zone géographique. Et ces camps, je crois que c'est une 60aine de joueurs NBA aujourd'hui, sont passés par ces camps. RJ Barrett, un des rookies qui fait sensation, il a été MVP d'un de ces camps en 2017. C'est voilà, la NBA s'est ouvert au monde, va chercher comme ça les meilleurs joueurs de chaque pays. Il y a aussi maintenant des académies NBA dans certains. Il y en a une en Chine, il y en a une en Afrique. Enfin, pour former aussi les meilleurs joueurs, aider au développement du basket dans ces pays. Ouais, tu t'as parlé d'R.J. Barrett. Moi, je voudrais juste poser une question à Max. R.J. Barrett est canadien. Andrew Wiggins fait partie des 10 meilleurs scoreurs. On l'avait pas vu arriver celui-là à force de dire qu'il était décevant. Dans les 10 meilleurs marqueurs de la NBA désormais, on a aussi un Shai Gilgeous-Alexander qui est quand même très fort et d'autres. Les Canadiens sont aujourd'hui le pays étranger, enfin non les États-Unis, le plus représenté en NBA. C'était la France avant, maintenant c'est très largement le Canada. Comment sont perçus les joueurs canadiens par le public états-unien, on va l'appeler comme ça ? Est-ce qu'en gros c'est 2 drapeaux mais une même communauté ou est-ce qu'il y a une vraie différence ? Est-ce que c'est vu comme des étrangers ? Franchement, je vais revenir un peu au même truc que je disais quand vous me demandiez pour les étrangers, on va dire européens, africains, etc. Les gens ont pas trop du moment que c'est un joueur de leur équipe, ils regardent pas trop la nationalité, ça leur importe pas beaucoup. C'est le côté World Champion qu'ils ont eu pendant longtemps, c'est qu'ils réunissent le meilleur du monde. Après, d'où viennent les gens ? Oui. De toute façon, on est la plus grande ligue, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes parmi les meilleurs joueurs, donc on vous accepte en tant que tel, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Après, les Canadiens, ils sont quasiment dans le même moule que les Américains parce que je pense que 99% d'entre eux sont passés par la NCAA au moins 1 an, voire plus. Donc voilà, ils sont dans le même moule que les joueurs américains, même s'ils ont une culture un petit peu différente. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de porosité entre les deux en termes de comportement, d'approche. Par exemple, ce que j'ai entendu dire, c'est que les Canadiens ont eu une énorme vague de forfaits pour le mondial et que ça s'était matérialisé en fait quand ils avaient vu que les Américains, que les meilleurs joueurs américains déclaraient forfait. Ça avait un petit peu essaimé du côté des Canadiens et pas mal de joueurs NBA canadiens avaient mis la flèche et avaient dit
ce mondial, vous le ferez sans moi, on se reverra pour le TQO peut-être. C'est ce qu'avait dit Evan Fournier, parce qu'il avait été interrogé sur la vague de forfaits. Il a dit, il n'y a pas tant de forfaits que ça. Ah oui, il y a beaucoup de Canadiens, mais ils ont la même mentalité que les Américains. Moi, je voulais revenir sur le côté formation. Là, tu posais la question à Gaëtan. Faut pas oublier une chose, c'est que, en fait, il faut considérer que l'Europe, du point de vue de la NBA, est en retard sur sa formation. C'est-à-dire que les Américains sont formés localement. Et nous, on a des joueurs en Europe qui ne veulent qu'une chose, c'est aller jouer en NBA. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les règles du basket, les règles fondamentales, les règles européennes se rapprochent de celles de la NBA et pas l'inverse. Donc, les joueurs européens ou même mondiaux, parce qu'on peut parler de la Chine, etc., ont tendance à adapter leurs règles pour qu'elles se rapprochent des règles NBA. J'entends les lignes, les possessions, les rebonds et tout ça. Donc, finalement, les joueurs de plus en plus jeunes se rapprochent donc de plus en plus rapidement d'un jeu style NBA avec la patte européenne, mais donc en fait ça devient un basket mondial, comme tu disais, un basket ouvert. Donc la NBA va avoir plus de facilité à aller chercher des joueurs qui sont prêts à aller jouer chez eux, parce que ils ont été formés de manière un peu plus académique aux jeux américains. Et biberonnés à la NBA. Les jeunes dans tous les pays d'Europe et du monde, ils regardent ça. D'autant que la formation, ça s'arrête pas le jour où on devient majeur à la française à 18 ans. C'est de la pré-formation, de la formation, de la post-formation. Là, ils font tous la post-formation aux États-Unis, puisque quand on arrive à 18 ans et quelques mois, on n'est pas un joueur fini. On le voit, il y en a plein qui jouent pas trop finalement les premières années et qui vont se développer et qui parfois, même quand ils n'y arrivent pas, ils reviennent en Europe, s'aperçoivent qu'ils ont progressé, alors qu'à une époque, on disait que si on ne jouait pas en NBA, on ne progressait pas. Ce qu'on voit quand même, et là, je laisse la question ouverte à qui veut la prendre, mais c'est que sur certains postes, et je pense à un poste en particulier, le poste de pivot, si on prend tous les meilleurs joueurs, puisqu'on dit est-ce que les étrangers prennent le pouvoir en NBA, ce ne sont que des joueurs non américains. Peut-être formé parfois, Cameron Towns est dominicain, mais il a été formé là-bas. Mais bon, un Rudy Gobert a été formé ailleurs. Il y a un Joel Embiid qui est arrivé tardivement, entre guillemets. Il y a Nikola Jokic qui, lui, est une pure formation européenne, en apportant un jeu à l'européenne, un jeu à la Divac. Voilà, là, ça montre quelque chose quand même dans cette prise de pouvoir. C'est assez marrant de regarder par poste. On voit qu'au poste de meneur, en revanche, les Européens se font beaucoup plus rares. En revanche, à l'intérieur, on leur fait beaucoup plus confiance, ou on les forme mieux, ou je sais pas quelle est la raison profonde de cette différence, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents étrangers non américains au poste de pivot, et par contre au poste de meneur, ça se fait beaucoup plus rare. Je j'ai pas la réponse pour la raison profonde. Il y en a sûrement beaucoup. Mais la différence est assez notable. Je dirais il y a déjà premièrement une part de hasard, de génération, quelle génération présente des pivots. Et après, je sais pas, là c'est vraiment, je m'avance peut-être un peu, mais je prends l'exemple d'un Kevin Durant qui fait 2m15 en Europe. 2m9. Officiellement, peu importe, mais vu sa taille, est-ce qu'en Europe, on n'en aurait pas fait un poste 4, poste 5 directement, là où aux États-Unis, à partir du moment où on commence à ouvrir le jeu aussi sur le tir extérieur, sur la vitesse de course, et que le joueur lui-même n'exprime pas vraiment l'envie d'aller charbonner près du panier, finalement, on a plus de joueurs, je pense, américains ou états-uniens, qui vont être très grands, mais qui n'ont pas envie d'être enfermés dans ce profil de jeu où on est près du panier et maintenant on se tape le sale boulot, alors que en Europe, effectivement, un joueur de grande taille, rapidement dans les clubs à jeune âge, va être un peu formaté sur le jeu intérieur, et au final, est-ce qu'il n'y a pas plus qu'une coïncidence, une relation de cause à effet? Moi, je pense que des pivots qui s'écartent pas, comme Clint Capella, Rudy Gobert, Ivica Zubac, des joueurs qui sont plus dans la raquette, quoi. Voilà, qui savent que le jeu est aussi près du panier, parce qu'on leur a appris tôt, et qui prennent du plaisir à jouer le basket comme ils le jouent. Après, évidemment, il y a le contre-exemple, par exemple, avec un Nikola Vucevic, mais au final, Vucevic, il commence d'abord par jouer à l'intérieur, et puis parce que la NBA le lui propose, il va s'extérioriser. Mais les intérieurs hors États-Unis ont plus tendance, je pense, à apprendre ce que c'est que le jeu près du panier, et je suis pas sûr que ça soit automatique chez les Américains. Mais c'est vrai, et pour illustrer le fait que les étrangers, réponse à la question, ont-ils pris le pouvoir en NBA, au-delà du débat autour du MVP avec 2 Européens parmi les favoris, il y a plusieurs équipes qui sont articulées autour de joueurs majeurs étrangers. C'est ça c'est plus seulement un pionnier par-ci par-là, un Tony Parker, un Marc Gasol, un Andrei Kirilenko.
Nico, c'est vraiment, il y a des équipes où il y a 2-3 joueurs étrangers, Ouais. les Sixers, Ben Simmons, Joel Embiid. Moi, j'ai trouvé cette stat dont je sais pas quoi faire en fait, parce que c'est difficile de l'analyser, mais pour autant, elle est quand même assez forte. Il y a 8 équipes, je retrouve exactement. Non, il y a 9 équipes dont le meilleur marqueur n'est pas américain. Ces 9 équipes sont dans les 16 meilleures, c'est-à-dire qu'elles sont dans les qualifiés potentiels en play-off. Alors, je ne sais pas si ça peut analyser pour dire qu'en gros, si votre leader est étranger, vous jouez mieux. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais ça montre que sur la qualité apportée peut-être par les joueurs étrangers, il y a quelque chose à faire. Et en plus, c'est pas terminé, parce que là, on parlait des pivots, donc de Joel Embiid, il y a des grands pivots africains, on se souvient d'Ikembe Mutombo, on se souvient d'Hakeem Olajuwon. Il y a des territoires encore que la NBA essaye de conquérir et qui pour l'instant n'apportent que quelques joueurs de façon sporadique, que sont donc l'Afrique et l'Asie, mais qui peuvent encore se développer. Max, on a l'impression qu'on est qu'au début d'un mouvement finalement. Ouais, ou alors au milieu. On va dire, l'Europe maintenant, c'est un tunnel qui fonctionne bien pour amener beaucoup de talent. Et c'est vrai que maintenant, dans la logique de la ligue, on en parlait plus tôt, qui je pense n'est pas prête de s'arrêter d'aller à l'international, parce qu'on a vu par exemple que les audiences du début de saison sont en baisse aux États-Unis, donc la capacité à attirer et avoir de l'audience à l'international va être toujours aussi importante et peut-être même de plus en plus. Donc oui, avoir des joueurs de Chine, d'Inde, ça va être quelque chose que la ligue va vraiment chercher. On voit, il y a des matchs là-bas, il y a des camps d'entraînement aussi là-bas. Voilà, on cherche vraiment à aussi amorcer, on va dire, cette pompe-là pour envoyer également des joueurs là-bas. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre à avoir un horizon 10-15 ans, peut-être 50% de joueurs étrangers. C'est possible. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup de réflexions j'en reviens un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, beaucoup de réflexions plus, pas forcément sur la formation au dernier niveau, lycée et universitaire, mais plus ce qu'ils appellent AAU, c'est-à-dire chez les très jeunes joueurs, où là, on s'interroge un petit peu sur qu'est-ce qu'on leur apprend exactement, et où ça rejoint un petit peu ce que disait Amaury, où ça va être un basket où on va plus chercher la gagne à tout prix, et donc ça va être un jeu assez foufou et qui va être inspiré de beaucoup de tirs extérieurs que quelque chose de posé où on va chercher l'intérieur, etc. Donc voilà, tout ça se recoupe un petit peu avec cet aspect-là, cette formation chez les jeunes où on forme pas, on fait des équipes pour essayer de gagner en fait dès les plus jeunes. Amaury, tu me parlais juste avant qu'on enregistre le podcast, et je trouvais ça assez intéressant, ça peut être aussi une ouverture passée sur notre sujet. Il y a aussi des gens qui sont désormais au-delà du parquet, juste à côté, dans les dirigeants d'Ivac Jovakovic à Sacramento et compagnie, mais il n'y a eu qu'un seul entraîneur étranger, et encore c'est pas marché, c'était Kokoskov à Phoenix l'année dernière, il a été viré, il est redevenu assistant désormais. C'est là aussi un nouveau territoire à explorer pour les étrangers. Et puis ça va se faire sur le long terme, tout doucement. Je pense que ça va passer d'abord par les assistants. Popovic sait se faire assister de Messina. Il y avait David Blatt. Sauf qu'il lui a pas laissé la place. Messina a postulé ailleurs et n'a jamais trouvé. Finalement, il retourne en Europe. Oui, bien sûr. Mais bon, je pense qu'il faut voir ça comme l'arrivée en fait des premières grosses générations d'Européens comme Parker, les Gasol, Nowitzki ont ouvert la voie au niveau des joueurs. Et je pense que le savoir-faire technique européen, de par les bons résultats, de par la bonne formation, de par les résultats en Coupe du Monde, des choses comme ça, ça va d'abord passer par des intégrations chez les assistants, dans les Summer League, ça commence à se faire. Et puis je pense qu'un jour, on finira par avoir un entraîneur européen ou étranger qui aura une vraie chance dans une franchise NBA et qui sera peut-être en position de gagner quelque chose. N'oublions pas qu'on a des assistants coachs ou des coachs qui sont passés par des pays européens avant de venir en NBA. Atkinson, il me semble, du côté de Brooklyn. Donc voilà. Donc finalement, ça veut aussi dire que la NBA sait aller chercher déjà un peu des notions d'expérience à droite à gauche. Alors, ils ont un tel vivier technique et puis de coach à tous les niveaux qu'il faut savoir aussi récompenser cette formation-là. Mais à un moment donné, fatalement, comme un Antetokounmpo a brisé le plafond de verre récemment, on va finir par avoir un coach qui saura en fait amener cette patte-là, et puis on le reconnaîtra en tant que tel. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu. Après, je pense pas que ce soit super progressif au sens où c'est souvent ici on parle des grandes ligues américaines, on dit c'est des copycat leagues.
C'est-à-dire que des ligues où on copie beaucoup ce qui réussit. Donc, il va falloir qu'une équipe dégote un entraîneur européen, surprenne un peu et qu'on l'attende pas trop, qu'elle fasse genre une demi-finale de conférence ou une finale de conférence. Et là, toutes les directions vont se dire, ah mince, finalement, les coachs européens, ça peut le faire. Et tout à coup, on va voir essaimer comme ça des coachs avec des profils un peu similaires. Ça s'est passé par exemple en NFL où Saint-Louis est allé chercher un entraîneur qui avait 31 ans, ce qui paraissait complètement fou. Saint-Louis, par contre, les Rams de Los Angeles, ils étaient à Saint-Louis avant. Il est allé chercher un entraîneur de 31 ans, un esprit très offensif. Et depuis, on a vu 5, 6, 7 entraîneurs avec le même profil arriver. Donc, voilà, dans ces ligues, tout à coup, il y a quelque chose qui se trame, et tout à coup, le barrage cède. Et donc, ça peut mettre 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais quand ça va arriver, ça risque d'arriver de manière plus forte qu'on ne l'attend. Ce ne sera pas progressif, je pense. Je propose qu'on termine comme j'avais fait la semaine dernière. Peut-être que ça deviendra un gimmick par une question. Messieurs, ce sera oui ou non. Si demain on faisait ce fameux All-Star Game américain versus non-américain, vous pensez que qui gagne cette année ? Gaëtan? Alors je sais pas qui gagne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent dans les années 2000, début des années 2010, où on avait tous nos Européens fétiches, Parker, Nowitzki, Gasol, et on avait envie, pour relancer le All-Star Game, de cette opposition américain contre étranger, comme ça se fait pour le Rookie Games désormais d'ailleurs. J'adorerais voir ça. Est-ce que ça relancerait la compétitivité de l'événement? Peut-être, je sais pas, mais c'est un truc que j'aimerais voir tenter. Qui gagnerait? Dur à dire. Ouais, j'irais avec les étrangers quand même. Un petit 5, Ben Simmons, Doncic, Siakam, Antetokounmpo, et on met qui en 5? Embiid. Bon. Ou Gobert. Peut être pas mal, hein. Moi, je vais faire une fausse réponse. Pour moi, peu importe qui gagne, en fait, tant que ça se fait. Voilà, je pense que... J'aimerais le voir. Et je pense même ce qui serait génial, c'est qu'à un moment donné, c'est pousser la rivalité au point de dire, en fait, l'équipe qui gagne, ce sera elle qui organisera le All-Star Game, soit sur le terrain de son choix. Donc, on pourrait avoir un All-Star Game en Europe parce que les joueurs mondiaux ont gagné ce droit-là. Enfin, voilà, on pourrait mettre un vrai enjeu là-dessus et je trouverais ça passionnant. Maxime, je vais finir par toi. On en parle encore, cette histoire que ça a été fait en NHL, mais est-ce que ça pourrait se faire en NBA? Non, on n'en parle plus de ça. On en parle plus, nous, en Europe, je pense que les Américains, ils ont cherché la preuve, ils ont cherché des solutions, ils se sont orientés vers autre chose quand ils ont changé de formule il y a 2 ans. Après, le match des joueurs de première et de deuxième année, rookie sophomore, se fait sur un format USA reste du monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui est peut-être envisageable, pas à court terme, mais à moyen terme. Je pense que le rêve de l'organiser chez le pays qui gagne, le continent qui gagne, ça marchera pas parce que le All-Star Game, c'est une manière de récompenser les salles qui se rénovent et qui se sont refaites. Donc voilà, ils veulent garder cette carotte-là. Et pour le prono, je pense que je dirais les Américains parce que ils sont quand même un peu plus habitués à ce genre de cadre et d'ambiance que les Européens. D'accord, parfait. Merci beaucoup messieurs et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Step Back.